Alors, on va commencer par traiter du RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données. Ça nous concerne tous, pas essentiellement l'éducation nationale, mais tous les citoyens en Europe. C'est une loi qui protège et qui nous garantit le droit à la vie privée sur Internet. Le RGPD se base sur une ancienne loi de 1978, qui est la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Mais avec le développement des réseaux sociaux, des utilisations du numérique, cette loi ne suffisait plus et à partir de 2016, l'Europe a travaillé sur une nouvelle réglementation qui a été mise en place le 25 mai 2018. Donc c'est assez récent et c'est pour cela que dans certains établissements, si vous interrogez les collègues, beaucoup connaissent le terme RGPD mais ne savent pas vraiment ce qu'il en retourne. Donc on va voir vraiment ce que ça impose pour nous au niveau de l'éducation nationale, ce règlement. Donc d'abord définir ce qu'est une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est toute information qui va permettre d'identifier une personne sur Internet. Ces informations peuvent être directes, c'est-à-dire le nom, le prénom, date de naissance, etc. C'est assez facile à comprendre. Elles peuvent être également indirectes, donc la géolocalisation. On a tous sur nos téléphones des applications qui nous géolocalisent. Donc ça, c'est une donnée personnelle, bien sûr. L'adresse IP, l'historique de navigation, on n'y pense pas toujours, parce que l'historique de navigation peut être récupéré pour ensuite être revendu à d'autres sociétés qui vont nous envoyer de la publicité, par exemple. L'adresse IP, donc les photos, les empreintes de la main, etc. On pourrait très bien se dire, puisque j'ai pas le droit ou c'est compliqué d'utiliser le nom et le prénom des élèves, à ce moment-là, d'utiliser un pseudo ou de dire l'élève numéro 3 de la classe 5C par exemple. Ça, ce sont aussi des données personnelles par recoupement, c'est-à-dire que si par recoupement, on peut remonter jusqu'à la personne et à l'identité de la personne, on n'a pas le droit non plus. Donc attention. Les pseudos, on peut les utiliser, mais si on ne met pas à côté, sur son ordinateur, un fichier avec en parallèle le pseudo et le nom de l'élève. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà ce que sont les données personnelles. Toute information qui permet d'identifier une personne sur Internet. Alors il y a différents responsables. Au niveau d'un établissement scolaire du second degré, par exemple, c'est le chef d'établissement qui est responsable. Au niveau académique, c'est le recteur qui, souvent par délégation, donne la responsabilité au DAZEN. Au niveau du ministère, c'est bien sûr le ministre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque académie, il y a un délégué à la protection des données, c'est le DPD. Cette personne s'assure de la conformité en matière de protection des données. Son rôle, c'est également de venir informer, de sensibiliser et de conseiller les établissements. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter cette personne dans le moindre petit souci, le moindre petit doute sur l'utilisation d'une application, par exemple. Le chef d'établissement est censé, normalement, compléter un registre à chaque fois qu'on utilise une application qui demande à prélever des données personnelles. Dans ce registre, il y a plusieurs types d'informations et notamment les finalités de traitement, c'est-à-dire dans quel but on va utiliser telle ou telle donnée. Quelles données on va devoir utiliser également. Qui est le destinataire de ces données, c'est-à-dire l'application. Où se trouvent les serveurs? Est-ce que ces serveurs sont sécurisés? Est-ce que ces données, on va pouvoir les modifier ou les supprimer comme on veut, sur demande? Combien de temps elles vont être conservées? Donc toutes ces informations doivent être saisies dans un registre rempli normalement par le chef d'établissement. Ça c'est la théorie, en pratique c'est très peu réalisé comme ça. Voici un exemple de registre, je vais passer assez vite sur l'exemple. Donc il y a tout un tas d'informations, c'est pas aussi simple que ça. Concrètement, pour un enseignant ou un personnel qui voudrait utiliser une application, il y a une question à se poser, est-ce que cette application va me demander de récolter des données personnelles des élèves? S'il n'y a aucune donnée à saisir, on peut utiliser l'application, ce n'est pas concerné par le RGPD. Si jamais on doit avoir des données personnelles pour utiliser l'application, à ce moment-là, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Premièrement, vérifier qu'il n'existe pas d'application institutionnelle qui pourrait faire la même chose.
Alors, ces applications institutionnelles, on les trouve généralement sur l'ENT et notamment dans le GAR. Alors, le GAR, c'est le gestionnaire aux ressources. Donc, dans le GAR, on a un certain nombre sur l'ENT, du coup, d'applications qui nous sont réservées, qui sont disponibles et qui sont entièrement compatibles RGPD. Donc, si jamais on trouve une application qui permet de faire la même chose que l'application dont on voudrait utiliser, il vaut mieux utiliser celle-ci. Vérifiez également que les applications soient libres. On ne peut pas demander à des élèves d'acheter une application pour la télécharger. L'inconvénient avec les applications libres, c'est que pour gagner de l'argent, souvent les sociétés utilisent nos données personnelles pour les revendre. Et c'est là justement que ça pose problème. Et il faut surtout, ça c'est très important, vérifier que l'application stocke les données sur un serveur qui se trouve en Europe. C'est une loi européenne, donc si le serveur se trouve en Europe, normalement c'est compatible RGPD. C'est pas le cas de Google par exemple, qui est une société américaine. Du coup, les données sont stockées sur des serveurs américains. Donc il est plus difficile de demander par exemple de supprimer nos propres données personnelles. Si jamais il y a un doute, vous pouvez vous informer auprès du RUPN de votre établissement. Alors le RUPN, c'est le référent aux usages pédagogiques du numérique. En général, c'est un collègue qui a pris cette mission-là en plus. C'est souvent un prof de techno, un prof de maths, parfois un documentaliste. Il est facile à repérer, c'est souvent la personne qui s'occupe du réseau, de donner les identifiants, qui s'occupe de l'ENT, on le repère assez vite. Cette personne-là, normalement, est censée vous aider pour tous les usages du numérique, et notamment en ce qui concerne le RGPD. Si jamais vous n'avez pas la réponse, ou le RUPN n'a pas la réponse, on peut contacter une personne de la DRAN, qui est la délégation régionale académique au numérique éducatif. Dans ce service travaillent des enseignants qui ont une mission, ils sont déchargés de cours pour exercer certaines missions, et il y a une des missions qui concerne justement le RGPD, le droit à l'image, toute la partie juridique concernant le numérique. Donc ne pas hésiter d'aller sur le site de la DRAN, de l'Académie de Normandie, où vous aurez les coordonnées des personnes. Évidemment, il faut lire les conditions générales d'utilisation, les CGU. Généralement, c'est tout un texte assez lent que personne ne lit. Quand on s'inscrit sur un site, en général, on accepte sans avoir tout lu. Mais il faut savoir que le traitement des données se trouve dans les conditions générales d'utilisation. Il y a un chapitre concerné au traitement des données qui indique où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles sont sécurisées, est-ce qu'on a le droit de les modifier ou de demander à les supprimer, en imaginant que vous ayez passé cette étape, que votre application vous paraît compatible et est compatible. À ce moment-là, il faut prévenir le chef d'établissement. Prévenir le chef d'établissement par écrit. C'est important puisqu'il faut qu'il y ait une trace si jamais il y a un souci particulier. Mais il faut que le chef d'établissement soit évidemment averti. Puisqu'après, il faut également qu'il y ait, ça c'est la théorie bien sûr, l'accord du conseil d'administration pour l'utilisation de telle application. Alors en général, l'accord du conseil d'administration, on l'a après coup, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup des conseils d'administration, et généralement, si c'est compatible, le conseil d'administration ne va pas s'opposer à l'utilisation d'une application. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, si vous n'avez pas prévenu le chef d'établissement que vous allez utiliser telle application qui demande de récolter des données personnelles, c'est vous qui êtes en faute. Donc faire attention à ça. Une fois que le chef d'établissement est prévenu et qui a dû remplir le fameux registre, il faut évidemment informer les élèves. Alors si les élèves ont moins de 15 ans, on informe les parents en leur précisant qu'on va utiliser telle application qui va demander de récolter telle donnée personnelle, mais que c'est compatible RGPD et que ces données personnelles pourront être supprimées sur demande. On doit pouvoir retirer nos données personnelles à tout moment. Une fois qu'on a l'autorisation de tout le monde, que tout est parfait, on peut utiliser l'application et à la fin, quand on n'utilise plus l'application, on doit effacer les données.
Alors on va pas les effacer en cours d'année si on utilise plusieurs fois la même application. En général, on fait ça à la fin de l'année. Donc voilà toutes les étapes par lesquelles il faut passer dès qu'on veut utiliser une application et surtout vérifier qu'elles sont RGPD. En pratique, ça va assez vite et du moment qu'une application est compatible, ça pose très peu de problèmes. Évidemment, nous, notre rôle, c'est d'avoir une utilisation éthique du numérique et de montrer aux élèves notamment qu'on est tous responsables. Alors un exemple pratique que l'on a vu pendant le confinement notamment, c'est un enseignant qui souhaiterait mettre ses cours à disposition sur un blog, qui est hébergé forcément par une entreprise privée. Alors comme c'est un site internet, évidemment c'est accessible à tout le monde. Donc l'enseignant, il n'a pas envie que tout le monde voit ses cours, donc il va rendre privé l'accès à ce blog. Ça demande que les élèves s'inscrivent. Donc s'il y a inscription, ben là on se trouve dans le cadre du RGPD, c'est-à-dire que les élèves vont devoir saisir des données personnelles. Donc il va falloir vérifier que l'entreprise qui héberge le blog est compatible RGPD. Faire attention à ça. Si le prof ne veut pas s'embêter avec les données personnelles, bah, il peut se dire tant pis, je le laisse en accès public à ce moment-là. Donc je vais peut-être autoriser à ce que les élèves fassent des commentaires sur le blog. Mais faire un commentaire sur un blog, même si on ne met pas son nom, le commentaire va enregistrer l'adresse IP. Et l'adresse IP, c'est une donnée personnelle. Attention à ça également. Le blog ne devra évidemment pas comporter de photos d'élèves ou aucun document soumis à des droits d'auteur, puisque là on est en ligne, il faut faire attention à ça. L'exemple de l'application Plickers. On trouve beaucoup d'utilisation de cette application. Elle est très prisée, elle est très intéressante aussi. Le principe, c'est que en ligne, on crée un compte. L'enseignant va créer des questions, un questionnaire à choix multiples, par exemple, et il va distribuer à chaque élève un QR code personnel. Donc il faut rentrer évidemment les coordonnées des élèves, au moins le nom et le prénom, pour constituer les classes. Donc chaque élève a un QR code personnel, et comme ce QR code est carré, il y a 4 côtés forcément, et quand l'enseignant projette au tableau la première question avec les 4 réponses possibles, les élèves doivent présenter le QR code, mais orienté de manière à ce que la bonne réponse soit sur le dessus. Comme on aura mis A, B, C, D autour du QR code, si la réponse est B, l'élève doit faire en sorte que le B se trouve en haut. Et puis ensuite, avec son smartphone, l'enseignant va scanner avec sa caméra très rapidement tous les QR codes, avec un simple geste, tout simplement, et instantanément, on va avoir les résultats qui s'affichent. Quel élève a juste, quel élève a faux. Et on passe à la question suivante, etc. Et si on imagine qu'on a fait 20 questions, on peut au final avoir très vite une note sur 20. Donc c'est très utilisé souvent en fin de cours pour voir si les élèves ont bien compris. Et les élèves adorent ça. Le problème avec cette application, c'est qu'elle n'est pas compatible RGPD parce que les serveurs se trouvent à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne. Donc en théorie, on ne doit pas utiliser cette application. On pourrait l'utiliser si on utilise des pseudos pour chaque élève. Mais à ce moment-là, il faut avoir sur un cahier et pas sur un fichier informatique le pseudo avec le nom de l'élève correspondant. Il y a une solution alternative qui a été créée par un enseignant de mathématiques dans l'Académie de Montpellier qui s'appelle QCM-CAM. Cette application-là ne stocke pas les données. C'est directement sur le serveur de l'établissement, donc c'est hors ligne, donc là c'est compatible RGPD. Alors évidemment que cette application-là, elle est moins finalisée, elle est moins esthétique, mais ça offre les mêmes fonctionnalités. Donc toujours vérifier, si jamais vous voulez utiliser une application qui n'est pas compatible, est-ce qu'il n'existerait pas un équivalent qui serait compatible? Les réseaux sociaux.
Alors là, c'est une autre histoire, les réseaux sociaux. Le responsable de traitement, qui est souvent le chef d'établissement, doit pouvoir justifier que le traitement est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public. Et donc, il faut pouvoir être en mesure de justifier que l'utilisation d'un réseau social entre pleinement dans le champ du service public du numérique éducatif. Ce qui n'est pas si évident que ça. Allez justifier d'utiliser Facebook, par exemple, pour faire vos cours, alors que l'ENT peut faire la même chose. Au cas où on veut utiliser des réseaux sociaux, évidemment, il faut que le traitement soit licite. Il y a un réseau social qui avait été très utilisé pendant le confinement, c'est Discord. Discord, ce n'est pas compatible RGPD. L'utilisation d'un réseau social n'est pas une bonne idée et c'est à éviter. Et en général, on ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Parce qu'on ne va pas demander à des élèves de créer un compte élève, on va dire professionnel élève, entre guillemets, pour pouvoir suivre des cours. En général, les élèves utilisent leur compte personnel. Donc ça, c'est pas une bonne idée et c'est à éviter. En pratique, pour résumer, il faut pouvoir justifier que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission de service public et recueillir le consentement des personnes concernées. S'assurer que les CGU permettent aux responsables de traitement, qui est généralement le chef d'établissement ou le DAZEN si c'est le premier degré, de pouvoir garder la maîtrise des données à caractère personnel, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les supprimer à tout moment ou les modifier quand on veut. De s'assurer également que le service ou la plateforme qu'on va utiliser garantit une protection suffisante en termes de sécurité. Le droit à l'image. Alors le droit à l'image, c'est assez facile à comprendre, hein. On n'a pas le droit de mettre en ligne la photo ou sur une vidéo, de faire en sorte qu'apparaissent des personnes sans que ces personnes aient donné leur autorisation. Si l'élève est mineur, forcément c'est l'autorisation des parents qu'il faut demander. Donc là par contre, par rapport au RGPD qui pose un petit peu moins de soucis parce que les parents ne sont pas encore très au point là-dessus, concernant l'image, là les parents sont bien plus attentifs et il y a une jurisprudence constante au droit au respect à la vie privée. Donc il faut faire très attention dès qu'on va utiliser l'image. C'est puni par le code pénal, hein, de toute façon, donc on n'a pas le droit et on doit obligatoirement flouter l'image d'une personne dont on n'a pas l'autorisation. Ce qui est facile à faire sur une photo, c'est qu'il est moins sur une vidéo, évidemment. Mais c'est possible avec certains logiciels. Pour utiliser l'image d'un élève ou d'un personnel, hein, on doit demander l'autorisation, soit de la personne si elle est majeure, soit du représentant légal si elle est mineure. Et très souvent, il y a une erreur qui est faite dans les établissements, c'est qu'on demande en début d'année une autorisation de droit à l'image en pensant qu'elle va couvrir toute l'année. Mais en fait, c'est faux puisque une autorisation doit spécifier la finalité de la diffusion, les conditions de prise de vue, le support de publication, etc. Et évidemment, ça peut varier d'une utilisation à l'autre. Si vous faites une sortie scolaire et que vous publiez les photos de la sortie scolaire sur le site du collège, si le professeur publie une photo de ce qu'il a pu faire comme projet avec sa classe, par exemple, tout ça, ce sont des finalités et des conditions de prise de vue différentes. Donc on ne peut pas utiliser une demande d'autorisation générale. Il faudrait normalement, à chaque fois qu'on va faire une prise de vue, demander l'autorisation. Vous avez sur le site de la DRAN des autorisations vierges que vous pouvez télécharger, mais généralement les établissements scolaires ont déjà ces autorisations-là. Les droits d'auteur maintenant. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a signé avec les représentants des auteurs des accords sectoriels au terme desquels les enseignants sont autorisés à diffuser des œuvres protégées. Donc tous les ans, le ministère verse une certaine somme aux représentants des auteurs pour les rémunérer.
C'est ce qu'on appelle l'exception pédagogique. Donc, dans ce cadre-là, nous avons certains droits de reproduction d'œuvres, mais sous certaines conditions. Donc, la représentation est autorisée, la reproduction d'extraits pour les mettre à disposition des élèves est également autorisée. C'est donc une autorisation à titre d'illustration pédagogique. Elle n'est valable que dans cette mesure-là, bien sûr. Mais il y a des règles à respecter et il ne s'agit donc pas de permettre aux enseignants de s'affranchir intégralement du droit d'auteur. Concrètement, ce document-là, on le trouve généralement près de la photocopieuse. On peut reproduire des livres, des articles de presse, des images ou de la musique imprimée, c'est-à-dire les partitions, ou des paroles. On peut donc en faire des photocopies, des scans ou même ressaisir manuellement. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne peut les diffuser uniquement qu'en classe. Donc si on les diffuse en classe, il n'y a pas de souci. Si on les diffuse de manière numérique, c'est-à-dire à travers l'ENT ou sur une clé USB, ou qu'on distribue au format papier, là par contre, on ne doit utiliser que des extraits. Surtout, évitez de mettre une œuvre intégrale sur Internet, bien sûr. Évidemment, on va toujours, quand on utilise une œuvre, citer les sources. Alors il y a des exceptions, il y a des usages un petit peu particuliers, notamment sur les manuels scolaires. En formation initiale, je pourrais très bien vous photocopier des extraits de manuels scolaires sans problème. En formation continue, je n'ai pas le droit. C'est comme ça. Il y a certaines œuvres des arts visuels qui ne sont pas couvertes par l'exception pédagogique également. Pour l'utilisation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ce sont des extraits très souvent qu'il faut utiliser. Donc c'est assez contraignant. Par exemple, ça peut être pour un extrait d'œuvre audiovisuelle, en classe, on n'a droit qu'à 6 minutes, ou 10% de l'œuvre. Par contre, si cette œuvre-là se trouve sur un canal gratuit, et par exemple si elle se trouve sur YouTube, on peut la diffuser intégralement, puisqu'elle est déjà disponible publiquement. Donc pour faire simple, on a un certain nombre d'œuvres. Si on veut les visualiser en classe, il n'y a pas de limite, du moment que c'est en classe, au vidéoprojecteur par exemple, sauf pour les manuels scolaires et les partitions de musique, c'est 10% maximum. Si on veut les diffuser de manière numérique, par exemple sur l'ENT, à ce moment-là, on utilise uniquement des extraits. Sauf pour les manuels scolaires, les partitions de musique, c'est 10% maximum. Pour les images et les graphiques ou des schémas, on ne va évidemment pas prendre qu'un extrait. On a le droit, là par contre, de copier l'image complète ou le schéma complet, bien sûr. Une diffusion par copie papier, c'est la même chose, uniquement des extraits. Par contre, les articles de presse, c'est 30%. Sauf si l'article est pas très long. À ce moment-là, ce serait idiot de prendre que 30%, qui va représenter que quelques phrases. Donc là, dans ce cadre-là, on peut photocopier l'article complet. En tous les cas, il faut citer les sources, toujours. Alors, on a des ressources qui nous permettent d'avoir des œuvres qui n'ont pas de droit d'auteur, qui n'ont plus de droit d'auteur, notamment des fournisseurs spécialisés. Moi, j'aime bien le site Zéro de Conduite, où on trouve pas mal de ressources disponibles que l'on peut diffuser sans problème. Évidemment, il y a des éditeurs scolaires. Très important, le portail EduTech, où on trouve beaucoup de ressources. Ou la BRNE, la Banque de ressources numériques pour l'école. Alors, j'ai mis évidemment que quelques sites, il en existe plein d'autres. Attention cependant, l'exception pédagogique et les accords sectoriels ne couvrent pas les sites internet. Donc si vous trouvez
quelque chose d'intéressant sur un site que vous voudriez partager avec les élèves, là vous n'avez pas le droit de le diffuser puisque ça ne rentre pas dans l'exception pédagogique. Donc à ce moment-là, il faut demander à l'auteur l'autorisation. Alors concernant les licences Creative Commons, imaginez par exemple qu'un auteur ait réalisé quelque chose de génial et qu'il reçoive énormément de demandes d'autorisation. Ça peut être pénible de répondre à chaque fois. Donc l'auteur peut utiliser à ce moment-là une licence Creative Commons qui va donner des autorisations avec un petit logo qu'on va apposer sur l'œuvre. Et ça va indiquer que son œuvre, il l'autorise à l'utiliser. Avec certaines conditions, bien sûr. Vous pouvez également vous-même, en tant qu'auteur, utiliser les licences Creative Commons pour indiquer que ce que vous avez créé, vous autorisez l'utilisation par d'autres personnes. Alors en général, ça se traduit par un petit logo dans lequel on trouve différents pictogrammes. Le premier pictogramme, c'est le petit bonhomme qui représente l'attribution, la paternité de l'œuvre. En général, en dessous de ce logo, on indique ensuite le nom de l'auteur. On peut rester qu'avec ce logo-là et puis ne pas avoir les deux derniers par exemple. Si on trouve ce logo-là, ça veut dire que l'œuvre, on peut l'utiliser sans demander l'autorisation. Le deuxième logo qu'on peut trouver, c'est le symbole $ barré, c'est-à-dire que l'auteur autorise l'utilisation de son œuvre, mais pas à des fins commerciales. Donc on peut l'utiliser, mais pas faire de l'argent avec. Et puis vous avez ensuite deux autres logos, soit le symbole égal, soit le retour arrière, la flèche en boucle qui revient en arrière. L'auteur utilise forcément l'utilisation de son œuvre, mais il n'autorise pas à ce qu'il y ait de modification de son œuvre. Ou alors, il faut réutiliser son œuvre, mais dans les mêmes conditions d'attribution. Donc ce logo-là, on le trouve ici. Et si vous avez ce logo-là apposé sur une œuvre, vous pouvez utiliser l'œuvre sans problème. C'est l'avantage des licences Creative Commons. Vous pouvez créer ce logo-là en allant sur le site ici, creativecommons.org, choose. Vous répondez à 2-3 questions, il vous crée le logo, vous la posez sur votre œuvre et vous allez pouvoir la partager. Merci de votre écoute.